Aujourd'hui, tout le monde cherche à optimiser sa productivité. Comment faire le maximum de tâches dans le moins de temps possible, comment travailler le moins possible mais avoir une vie confortable, et toutes ces choses qui font que ta vie devrait être normalement plus appréciable. C'est ce sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec Manuel, consultant en organisation, et te donner les meilleurs hacks et les meilleurs tips pour que toi aussi tu sois productif. Ça suffit les conneries, le média anti-bullshit qui dit stop aux conneries autour de l'entrepreneuriat et la communication. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Et pour l'occasion, laisse-moi te présenter la marque My365, une entreprise française qui commercialise de la papeterie et notamment des agendas éco-conçus et fabriqués en France à partir de papier 100% recyclé. Ça fait plusieurs années que j'utilise leurs produits, j'ai des carnets, j'ai des agendas et aujourd'hui, ils proposent également des trousses, des crayons et tout plein d'autres choses. Je te laisse découvrir leur boutique directement via le lien que je te propose en description. Ce lien est affilié, pour toi ça ne change rien, mais pour moi, ça montre à la marque que justement, mon audience est intéressée par ce que je lui propose. Bonjour Manuel et bienvenue sur le podcast. Bonjour, merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour ceux qui te suivent sur les réseaux? Je pense que comme moi, ils te connaissent un petit peu pour être influenceur sieste, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton activité? Ouais, volontiers. Alors moi, je suis, formateur et consultant en organisation, gestion du temps et globalement tout ce qui touche à la productivité personnelle et effectivement, j'aime bien mettre l'accent, sur la sieste parce que c'est un petit peu finalement ma vision de la productivité qui consiste pas forcément à en faire toujours plus, mais mettre en place une productivité en fait qui convient à son propre rythme, qui, permet de s'écouter soi finalement. Et comment t'en es arrivé à faire cette activité-là justement? Bah, en cherchant déjà moi à devenir, plus productif justement, parce que j'étais à l'époque, étudiant, en droit et quand tu es étudiant en droit, c'est un petit peu la galère parce que, bah, déjà les cours sont très prenants, puis tu jongles avec les jobs étudiants, puis ta vie après, d'étudiant, enfin qui a envie un petit peu de t'amuser, faire la fête, puis tu as les notes derrière, les révisions, c'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de travail et du coup, je cherchais des moyens pour essayer d'optimiser tout ça, de jongler entre tout ça et c'est comme ça que je suis, naturellement intéressé, à la productivité. Et t'as trouvé quoi alors en faisant ce type de recherche, en tout cas pour toi-même? Est-ce que ça t'a aidé à être plus productif, à mieux gérer tous ces pans-là de ta vie? Ouais, ouais, moi à l'époque, ça m'a beaucoup aidé, et puis j'ai découvert aussi un petit peu les mauvais côtés de la productivité, on va dire. Tu sais, tous ces conseils où on te dit: «Bah, écoute, si tu veux être productif, réussir ta vie, il faut que tu te lèves à 5 heures du matin, il faut que tu élimines toutes les distractions, genre, regarder Netflix, ça sert à rien de regarder Netflix, c'est de la perte de temps, ça sert à rien de jouer aux jeux vidéo, c'est de la perte de temps, faut juste travailler tout le temps». Tu vois, c'est un petit peu les 1 conseils que moi j'avais eu, niveau productivité et c'est toxique à mort. C'est toxique à mort. Tu les as essayés toi, Bah, oui, ces à l'époque, je conseils? les avais Ouais. essayés, parce que moi, on m'a dit: «Bah, écoute, si tu veux être efficace, fais comme ça». Je fais: «Bah, écoute, d'accord, tu as l'air d'en savoir un petit peu plus que moi» non, ça fonctionne pas, c'est très mauvais, c'est des conseils horribles que je vois régulièrement passer sur le sujet. Et est-ce que dans ton cas, ça a été, enfin, ça t'a fait baisser ta productivité? Ou est-ce que, tu t'es juste dit: «Bah, ça fonctionne pas sur moi, donc c'est pas la méthode qui me convient»? Un peu des 2. Moi, déjà, ça m'a fait baisser ma productivité et parce que finalement, j'ai fait un burn-out. Parce que quand tu passes, tout ton temps à travailler et aucun à te reposer, même pire, en fait, tu culpabilises de te reposer. Parce que tu te dis: «Bah, là, attends, je pourrais, travailler, je pourrais être productif, je pourrais, j'ai pas assez d'ambition si je me repose». Enfin, regarde les gens ambitieux, ils se reposent pas, ils travaillent tout le temps et du coup, je dois pas avoir assez d'ambition. Je passe à côté de ma vie. Donc c'est horrible, tu vois? C'est plein de petits, hem pensées comme ça qui t'assaillent parce qu'on te dit toujours qu'il faut être productif, productif, productif. Du coup, je me suis dit: «Bah, écoute, ça fonctionne pas pour moi». Puis, c'est des conseils un petit peu à côté de la plaque, en fait, je trouve, parce que moi, j'ai aussi envie de profiter de la vie. Enfin, si j'essaie d'être plus productif, c'est au contraire pour avoir plus de temps libre, pas pour en avoir moins et du coup, ça m'a fait prendre pas mal de recul, justement, sur tous ces conseils de productivité pour essayer de mettre en place, une productivité qui fonctionne pour moi, finalement. OK. Et d'ailleurs, si tu devais définir la productivité, qu'est-ce que tu dirais? Ben, moi, j'ai tendance à penser que finalement la productivité, c'est l'art de la paresse, tu vois? C'est l'art de la glande. Parce qu'être productif finalement, c'est chercher à obtenir un maximum de résultats avec un minimum d'efforts.
Être productif, en travaillant, 18 heures par jour, tu vois? En sacrifiant tes week-ends, en sacrifiant tes vacances, je vois pas l'intérêt, en fait. C'est Tu vas plutôt chercher, à en faire le moins possible, et obtenir le maximum de résultats pour, bah, aller plus vite et puis avoir plus de temps libre pour toi. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté, c'est l'art de la paresse, la productivité. Et dans ton cas, justement, tu voulais plus de temps pour toi par rapport au fait que tu avais un emploi du temps hyper chargé. Mais tu vois, aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes pour qui, c'est presque un art de vivre que d'avoir un emploi du temps chargé. Ils vivent comme ça, pour eux, c'est vraiment, leur manière de faire. Est-ce que tu penses que ces personnes-là, elles sont aussi productives? Ou est-ce que tu penses que juste elles équilibrent mal leur temps et finalement cet aspect un petit peu, naturel pour elles que d'être toujours débordées, c'est juste quelque chose qu'elles pourraient organiser autrement pour avoir plus de temps libre? Bah, après, ouais, je pense que, tu sais, c'est comme les gens, qui fument et qui sont très contents d'être fumeurs. Je dis: «Bah, oui, c'est terriblement mauvais pour toi, mais bon, c'est pas moi qui vais t'obliger à arrêter de fumer ou qui vais te dire quoi que ce soit, en fait». Et c'est pareil pour les gens qui, sont contents de travailler 18 heures par jour, tu vois? Pour moi, c'est le même niveau être content de fumer, être content d'être alcoolique ou être content de manger, des fast-food tous les jours. Ouais, écoute, c'est très mauvais pour toi, mais je peux bon, écoute, je peux rien faire pour toi. Enfin, je peux pas t'obliger à changer ta vision des choses ou à changer, ton mode de vie. Hem, C'est aujourd'hui, c'est démontré, enfin, je veux dire, c'est scientifiquement démontré que, plus on travaille, moins on est efficace. Heu et qu'au contraire, c'est le fait de se reposer, de prendre du temps pour soi, qui nous permet de gagner en productivité derrière. Et puis moi, après, moi, c'est ma philosophie personnelle, mais je conçois pas, le travail comme étant quelque chose qui doit prendre le pas sur tous les autres aspects de ma vie. Et moi, au contraire, tu sais, on dit toujours qu'il faut profiter de la vie. Et moi, toutes les fois où j'ai le plus profité de la vie, ce sont pas les fois où je travaillais, tu vois? C'est les fois où je vais au ciné avec les copains, c'est les fois où, je voyage, c'est les fois où je sors, tu vois? C'est là où je profite vraiment de la vie, pas quand je travaille. Et si on me dit: «Bah, écoute, faut profiter de la vie», je dis: «Bah, OK, bah, comment je fais pour diminuer un petit peu le travail de ma vie, sans non plus, diminuer mon salaire?» Parce que j'ai aussi besoin de cet argent. Donc l'idée, c'est de diminuer un petit peu le travail de ma vie, pour, augmenter, les autres aspects de ma vie. Et c'est là où, la productivité pour moi est, utile. OK. Et quelqu'un justement qui serait aujourd'hui dans cette situation où il travaille énormément d'heures, par jour, mais qui aimerait changer, mais qui sait pas par quoi commencer pour être justement plus productif, avoir plus de temps pour lui-même. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Bah, alors ça va dépendre si la personne, il y a plusieurs aspects. Déjà, je pense qu'il faut aussi commencer par, séparer un petit peu, la valeur qu'on a de soi-même de notre productivité. C'est souvent pour ça aussi qu'on travaille beaucoup, c'est parce qu'on culpabilise, de se reposer, ou alors parce qu'on pense que, être productif, c'est être toujours occupé. Et donc je pense faut commencer un petit peu à dissocier ça, à se dire, «Bah, non, ma valeur en tant qu'individu, c'est pas ma productivité». Tu un peu comme à l'école, tu vois? Si tu as des mauvaises notes, alors tu es, un mauvais élève, et si tu as des bonnes notes, tu es un bon élève. Pas forcément en fait, et c'est la même logique qu'on a avec la productivité, donc il faut se dissocier de ça. Et puis je pense que commencer par se mettre des limites, un petit peu des dates butoirs, des limites à combien de temps on veut travailler par jour. Si on ne se fixe pas de limite, et bah, effectivement, on peut travailler, toujours, sans jamais s'arrêter, en fait. Donc commencer par se mettre des limites, c'est déjà un bon début. OK. Et tous les systèmes qu'on voit passer type, je sais pas, la méthode Pomodoro, enfin toutes ces choses-là, est-ce que tu trouves que ce sont des bons outils justement pour, commencer à se limiter? Ou est-ce que tu penses que comme tous les outils, ça va convenir à certains types de personnes et pas d'autres? Non, non, bah, en fait, c'est ça, tu as exactement raison. C'est que les outils, ce sont que ça, en fait, c'est des outils. Et il y a des outils qui vont fonctionner pour certaines personnes, qui vont fonctionner dans certains contextes, mais c'est pas pour ça qu'ils vont fonctionner pour tout le monde dans tous les contextes. Hem, donc l'idée, c'est de savoir justement quels sont mes besoins et d'identifier le bon outil qui va m'aider, à résoudre mon problème et à avancer. Et pour ça, bah, la meilleure chose à faire, c'est d'essayer les différents outils. On ne peut pas deviner à l'avance si un outil va être bon ou non pour toi. Donc, il faut juste l'essayer suffisamment longtemps pour voir si ça marche ou non, et puis essayer un autre outil, un autre outil, un autre outil, jusqu'à trouver le bon.
OK, et ces outils-là, où est-ce qu'on peut les trouver? Est-ce qu'il y a un endroit où, on va trouver, bah, ces différents outils, comment les utiliser? Ou est-ce que c'est un petit peu, bah, voilà, une recherche au hasard, on va dire, sur Google qui va nous donner tout ça? Alors, il y a un petit peu effectivement de hasard ou alors, bah, sinon on se rapproche, d'un formateur, d'un consultant, en productivité ou en organisation qui lui, va pouvoir nous, conseiller les bons outils. Effectivement, après c'est comme tout sur internet, c'est un petit peu de, je fais ma recherche et puis, je croise les doigts pour tomber sur le bon outil. Donc si on veut vraiment gagner du temps, le mieux c'est de se rapprocher, d'une personne, compétente qui va pouvoir, nous conseiller, nous guider ou alors même se rapprocher d'autres entrepreneurs, qui eux, bah, justement ont peut-être mis en place des méthodes, qui utilisent certains outils et leur poser des questions, leur demander, des conseils. OK, et par rapport à tout ça, toi, tu accompagnes quel type, d'entreprise ou d'entrepreneur, justement? Alors moi, ça va être, beaucoup, d'entrepreneurs qui travaillent en solo. Parce que ce sont eux qui souffrent le plus bah, finalement d'un manque d'organisation et parce que quand tu es solo, tu te dis: «C'est super, je peux travailler quand je veux» et puis finalement tu te retrouves à travailler tout le temps et ce sont eux qui souffrent le plus d'un manque de cadre. Donc c'est eux que j'aide beaucoup et j'interviens régulièrement aussi en entreprise, bah, pour former les collaborateurs à la gestion du temps, l'organisation, le deep work, la concentration et ce genre de problématiques qui sont liées à la productivité justement. OK, et les solopreneurs que tu vas accompagner, à quel moment ils te contactent? Ils te contactent déjà quand ils sont, entre guillemets «au bout du rouleau», ou est-ce que quand justement ils se rendent compte qu'ils sont un peu sur la pente glissante et qu'ils aimeraient changer ça avant d'arriver, bah, potentiellement à un burn-out? Alors souvent, ils me contactent effectivement quand ils sont sur la pente glissante. Ça arrive même que certains me contactent quand c'est trop tard et là quand c'est trop tard, c'est difficile après de corriger le tir et ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Mais souvent, ils me contactent justement quand ils sont sur la pente glissante et moi, tout mon travail justement, ça consiste à leur dire à eux, mais également aux autres, d'essayer de me contacter avant. Généralement, c'est un peu comme être, comme une «maladie» entre guillemets, c'est, quand tu vas voir le médecin, c'est idéalement, le mieux, c'est de ne pas aller voir le médecin et si on veut aller voir le médecin le moins possible, bah, on essaye de mettre en place, d'avoir une bonne hygiène de vie pour, tomber, malade le moins possible. Voilà, c'est pareil, c'est moi justement, le mieux, c'est d'essayer de mettre en place les bons outils d'organisation le plus tôt possible pour éviter de tomber en burn-out et d'avoir après à me contacter. Donc, généralement, les personnes viennent me voir ou justement quand ils sont sur la pente glissante ou quand ils veulent mettre en place les bonnes méthodes, les bons outils pour, bah, ne pas, tomber en plein burn-out, quoi. OK. Donc si moi aujourd'hui, je suis solopreneur, j'écoute cet épisode et je sais pas trop si je suis bien organisée, si j'organise bien mo ma productivité et cetera. Quels sont les signaux, qui pourraient m'alerter? Je sais pas, est-ce que c'est un nombre d'heures? Est-ce que ça va être comment moi je me sens? Enfin, sur quoi on peut se baser un petit peu d'objectifs pour se dire: «OK, là, je suis peut-être sur la pente glissante, je pourrais faire autrement», ou est-ce que, bah, voilà, c'est aussi bien, comment je suis maintenant, mais j'aimerais quand même m'améliorer un petit peu? Alors ouais, il y a plusieurs petits indicateurs comme ça, des petits indices. Déjà si tu, commences à sacrifier, tes week-ends, tes vacances ou tes soirées en te disant: «Bah non, je peux pas m'arrêter», ou si tu culpabilises justement de t'arrêter. Déjà ça, c'est mauvais signe, tu vois? Si tu culpabilises de juste prendre une soirée pour toi, pour te reposer ou prendre un week-end, enfin de si travailler ne pas travailler pendant 2 jours ou ne pas travailler pendant une semaine, ça commence à t'inquiéter. Bon, déjà ça, c'est un indice. Si on a l'impression d'être toujours débordé, de pas avoir de temps pour soi, enfin, toujours dans cette espèce de course après la montre, ça, c'est un très bon indice ou plutôt un mauvais indice également. Quand on est tout le temps fatigué, on a beau dormir 8 heures par jour, faire des siestes régulièrement, on comprend pas, on est fatigué. Enfin, dès le matin, on se lève le matin, on est déjà fatigué, ça c'est mauvais signe également. Quand on procrastine beaucoup, généralement, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche également derrière. Donc il y a plein de petits indices comme ça et après on a chacun aussi des petits indicateurs qui nous sont très personnels. Faire un audit de son temps, c'est toujours très utile. C'est-à-dire prendre une semaine type et voir comment j'utilise mon temps et là, on a toujours, des surprises, on pense que, peut-être qu'on va travailler, je sais pas moi, 5 heures par jour, puis on se rend compte qu'on travaille en réalité, 10 heures par jour ou
Peut-être que, je sais pas moi, on se dit: «Bah, attends, je passe juste, 20 minutes sur Instagram tous les jours», puis finalement on se rend compte qu'on passe 3 heures sur Instagram tous les jours. Donc faire un audit de son temps, ça permet aussi de voir où va vraiment son temps et si on a besoin ou non de le corriger. OK. Donc première étape, déjà savoir comment on utilise son temps et si Mmh. on se rend compte justement que, bah, on passe le double de temps, à travailler, qu'on est beaucoup plus de temps sur les réseaux que prévu, qu'est-ce qu'on peut tout de suite mettre en place déjà pour réduire, ce temps-là et en tout cas, utiliser son temps comme on en a vraiment envie? Bah, déjà commencer, je pense, par planifier ses journées, se dire: «OK, à quelle heure je veux, terminer mes journées?» Quoi qu'il arrive, c'est-à-dire une journée idéale pour moi, c'est quoi? Une journée idéale pour moi, c'est quoi? Est-ce que je commence à travailler à telle heure, à 8 heures par exemple ou à 9 heures? Est-ce que j'arrête de travailler à 17 heures ou à 18 ou à 19 ou peut-être même à 16 heures? Est-ce que, une journée idéale, c'est une journée où, j'ai l'occasion de faire 1 heure de sport ou j'ai l'occasion de passer 1 heure avec mes enfants. T Déjà essayer d'établir sa journée idéale pour commencer et d'y aller après étape par rapport à ça. Parce que si pour moi ma journée idéale, ça va être de terminer à 16 heures et puis, mon audit de mon temps révèle qu'en réalité je travaille jusqu'à 20 heures. Bon, déjà tu vois? OK, comment je fais pour, ne plus travailler jusqu'à 20 heures et commencer à travailler, m'arrêter de travailler à 16 heures. Donc commencer par faire, un audit de ce temps, puis établir une journée idéale, heu, qui sera de toute façon pas toujours tenue et c'est pas grave. Je veux dire, même si on a un idéal, le but d'une journée idéale, c'est pas de se dire: toutes mes journées doivent ressembler à ça», mais plutôt: «Toutes mes journées, idéalement, doivent tendre vers ça». C'est une espèce de template de journée réussie, on va dire et déjà ça, c'est une bonne étape pour, commencer à être, un petit peu plus, productif et un petit peu plus zen, au quotidien. OK et tout à l'heure, on parlait un petit peu des outils. Est-ce que tu as quand même deux trois outils, que toi tu aimes bien et qui fonctionnent, bah, pas forcément sur tout le monde, mais en tout cas, qui sont plutôt pas mal, au moins à tester? Ouais, moi j'aime bien planifier ma journée la veille, et même ma semaine globalement. C'est-à-dire que le soir vers, enfin en fin de journée vers, 17 heures, 17 heures en général, je vais planifier, préparer ma journée du lendemain. Comme ça, bah, j'arrive le lendemain, je sais, justement, bah, ce que je vais faire. Enfin je réfléchis pas à ce que je vais faire, c'est tout est prêt, j'ai juste à exécuter. Le soir, je vais me coucher tranquille en sachant que tout est prêt pour le lendemain donc ça rumine je rumine moins en me disant: «Bah, qu'est-ce que je vais faire?» ou «J'ai oublié de faire ceci» ou «J'ai oublié de faire cela». Tout est prévu, tout est réglé, donc j'ai plus à me prendre la tête. Bah, faire la sieste, du coup, on en parlait un peu au début, mais la sieste, c'est super utile, ne serait-ce que justement pour avoir ce petit boost d'énergie, en cours de journée. Parce qu'on a tous à un moment vers 13-14 heures une baisse d'énergie et ça, c'est inévitable parce que c'est comme ça, en fait, que notre corps est construit. On a des cycles, d'énergie dans la journée, notre énergie fluctue et en début d'après-midi, c'est toujours le moment où on pique du nez. Donc ne pas essayer de forcer parce que, bah, quand tu essayes de travailler, quand tu es fatigué, tu fais plus d'erreurs, tu procrastines plus, tu tournes en rond. Donc autant, se reposer, 20 minutes, 20 minutes dans une journée, c'est que dalle et puis repartir après pour le reste de la journée, en pleine forme. Donc se reposer, planifier ses journées la veille et puis, ne pas hésiter je pense à mettre son téléphone en silencieux, se bloquer des créneaux comme ça, où on sait qu'on est un petit peu coupé du monde. Il y aura pas de sonnerie de téléphone, pas de réseaux sociaux, rien. C'est juste, nous tout seuls pendant peut-être aller 1 heure et demie, c'est déjà pas mal et on est juste concentré sur ce qu'on fait sans distraction et être capable de travailler 1 heure et demie sans distraction, c'est impressionnant tout ce qu'on peut faire, avec un laps de temps aussi court. Ouais. C'est intéressant parce que du coup, en termes d'outils, ce sont vraiment des choses, bah, faciles. Oui, Tu vois? On s'attend pas enfin, je m'attendais pas à ce que tu me sortes des outils, voilà, énormissimes, mais finalement, ce sont des choses qu'on peut mettre en place tout de suite, qui coûtent rien et mmh, qui peuvent être, enfin, actionnables, vraiment maintenant. ouais, c'est ça, il y a pas besoin d'avoir des applications, ultra complexes à paramétrer, il y a pas besoin d'avoir il y a pas de hack de productivité ou ceci, enfin, je veux dire, des routines complexes à mettre en place. C'est juste de, mettre son téléphone en silencieux, faire la sieste quand on est fatigué et puis, se lister, 3 tâches sur lesquelles travailler et travailler quoi, tout simplement. Ouais, en fait, quand tu le dis, ça a l'air super facile, donc c'est bien.
C'est Parce l'avantage. que, ouais, parce que c'est vrai, comme tu dis, les hacks de productivité, les routines, enfin, toutes ces choses qu'on peut lire au quotidien sur les réseaux, même sur les blogs, etc., on a toujours l'impression que c'est quelque chose de compliqué à mettre en place. Donc, Mmh. si déjà, t'as pas de temps, bah, t'as peut-être pas envie non plus de consacrer tout ce temps à mettre en place quelque chose pour te rendre plus productif, alors que tu penses déjà que t'as pas de temps. Donc, t'es un peu dans un cercle vicieux, alors que là, la manière dont toi tu l'expliques, bah, ça paraît hyper simple. Ouais, ouais, puis le but, c'est au contraire de se simplifier la vie. C'est ce que je te disais au début, c'est la productivité pour moi, c'est l'art de la glande, en fait. C'est puis de toute façon, on le voit dès qu'on commence à mettre en place une routine un petit peu plus complexe, on tient 3 jours, au bout de 3 jours, on la laisse tomber. Justement parce que c'est trop complexe. Donc plus c'est simple à mettre en place et plus on a de chances de tenir dans le temps. Donc faut vraiment aller au plus simple et mais au moins on sait que, bah, ce sont des une organisation qu'on va tenir longtemps et c'est le but, en fait. Ouais, complètement. Et on entend aussi beaucoup de personnes dire, bah, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, comme tu disais un petit peu, pour être libre, pour travailler, quand je veux, et cetera. Si tu as cet argument-là qu'on t'oppose, parce que là, on est quand même sur une organisation assez simple, mais, qui implique quand même de prévoir sa journée du lendemain. Donc, comment toi, tu pourrais, expliquer que finalement, ce sont que des atouts et que, bah, ça n'entrave en rien, justement, ta liberté, de travailler et de faire, autre chose, de ton entrepreneuriat? Mmh. Alors c'est pas incompatible. Enfin, je veux dire, c'est effectivement quand on se dit: «Bah, écoute, moi je veux travailler quand je veux, je veux être libre», si moi je commence à parler de mettre en place un cadre, on a l'impression que, bah, ça y est, tu enfin, on me prive de liberté et autres. Alors que c'est pas le cas. Déjà parce que je sais que par expérience, toutes les personnes qui se disent: «Moi je travaille quand je veux, où je veux», bah, finalement, ça veut dire qu'elles travaillent tout le temps, partout. Donc c'est aussi ce que ça veut dire, c'est parce que justement il y a pas de limite, donc on travaille le soir, on travaille les week-ends, on travaille tout le temps et bah, ça finit généralement très, très mal et cette fameuse liberté qu'on recherche quand on est entrepreneur, c'est pas une espèce de liberté absolue, mais c'est plutôt une liberté de se fixer soi-même, son propre cadre, de se fixer soi-même ses propres règles. C'est ça la liberté justement. Et oui, moi, quand je dis après qu'il faut se fixer un cadre, heu, moi, j'impose pas le cadre. Après, c'est à la personne elle-même de, choisir son propre cadre, de choisir ses propres règles. Elle peut très bien décider de ne travailler que les après-midi. Elle se dit: «Bah, le matin, moi, je ne travaille pas, le matin, je dors. J'aime bien me lever à 10 heures, j'aime bien me lever à 11 heures et je ne travaille que l'après-midi». Très bien, si elle veut. Ou à l'inverse, elle peut décider de ne travailler que le matin et tous les après-midi, c'est, repos complet. Ou elle peut décider de travailler 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Enfin, je veux dire, il y a pas 2 règles, c'est à chacun de se fixer ses propres règles. Mais, cette liberté justement quand on est entrepreneur, c'est pas une absence de règles, c'est au contraire la liberté de se fixer ses propres règles, des règles qui nous conviennent et donc c'est pas incompatible justement avec la liberté. Ouais. Et pareil, on entend beaucoup d'entrepreneurs, du coup, qui ont trouvé un rythme qui leur convient, donc c'est super. Pas des entrepreneurs qui travaillent nécessairement beaucoup, mais en tout cas qui ont un Mmh. rythme qui leur vont. Et par rapport à ça, ils disent que, ils ne ressentent pas du tout le besoin de prendre des vacances, que, justement, comme ils ont déjà un rythme qui leur convient, au quotidien, bah, le travail, ça fait vraiment partie de leur routine, de leur vie, donc ils ne se voient pas, couper 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Est-ce que toi, tu penses que même quand on a, justement une organisation qui nous convient, une productivité, bah, qui nous convient aussi, est-ce que tu penses que les vacances, c'est quelque chose qui est nécessaire ou qui effectivement, peut ne pas, enfin, des personnes peuvent ne pas en avoir besoin? Alors oui et non. Disons que les vacances telles qu'on les entend, généralement ou quotidiennement, c'est, l ce sont des vacances qui sont vraiment pas, optimisées, on va dire. Enfin, je trouve que les vacances sont, actuellement sont un peu, la notion de vacances est presque toxique, si j'ose dire. Parce que, les vacances, que ce soit à l'école et même, surtout dans le monde de l'entreprise, c'est, tu travailles à fond pendant, des jours et des mois et finalement tu te reposes juste 2 semaines dans l'année et tu repars. C'est comme si on te demandait de retenir ta respiration pendant, une demi heure. Hop, tu remontes à la surface pour, respirer peut-être, 10 secondes et hop, tu retournes en apnée pendant une demi heure. C'est ça en fait les vacances, on est en apnée tout le long de l'année et on se repose, 15 jours et on revient et généralement on l'a tous vécu quand on était en entreprise. Les 2 premiers jours, on est bien les 2 premiers jours et puis tout de suite après, on est tout de suite fatigué comme si on n'était jamais parti, en fait. C'est
parce que c'est pas suffisant en fait de se reposer juste 15 jours dans l'année, quand on travaille, 50 semaines quoi. C'est vraiment pas suffisant. Donc oui, si la personne travaille tous les jours, mais qu'elle travaille à un rythme, on va dire, heu léger, je sais pas moi, par exemple, elle décide de ne travailler que le matin, et tous les après-midi elle se repose, tous les soirs elle se repose. Oui, dans ces conditions, des vacances, c'est pas nécessaire en fait, c'est pas forcément nécessaire. Donc ça dépend, je pense que la notion de vacances, ça dépend aussi beaucoup du rythme qu'on a au quotidien et là aussi, c'est quelque chose de très personnel. Il y a des personnes qui vont pas avoir besoin de vacances et d'autres qui, au contraire, ont besoin de vacances pour déconnecter, complètement. Après, le repos en soi, c'est toujours ultra utile. Déconnecter complètement, ça fait toujours un bien fou, parce que tu vois, si on le ressent tous au quotidien, quand on déconnecte, quand on prend une douche, par exemple, cette fameuse, douche de 5 minutes et puis pendant 5 minutes, on a plein d'idées. Genre, on prend une douche, puis d'un seul coup, on a plein d'idées qui nous viennent, à l'esprit. Bah, imagine, le nombre d'idées qui peuvent te venir quand tu déconnectes pendant, 1 semaine, pendant 7 jours. Enfin, si tu as autant d'idées en 5 minutes, imagine toutes les idées que tu peux avoir quand tu te déconnectes pendant 7 jours. C'est que notre cerveau aussi, il a besoin de temps de repos, de temps de déconnexion pour, bah, faire le tri dans toutes les idées, pour faire le tri dans tout le contenu avec lequel on le gave tous les jours. Donc c'est bien aussi de temps en temps d'avoir des plages un petit peu plus longues pendant lesquelles on déconnecte. Ouais, donc finalement, les pauses, le repos et les temps complètement off, ça fait aussi clairement partie de la productivité. Bien sûr. Ouais. Alors qu'on aurait tendance, vraiment à penser le contraire, d'être tout le temps dans l'action pour être productif, alors que finalement, être dans l'inactivité, ça fait aussi partie de la productivité. C'est ça, on pense qu'il faut être, occupé en permanence, qu'il faut remplir tout son agenda, alors que c'est pas ça être productif en fait. On a besoin de nous reposer si on veut être, efficace, si on veut tenir le rythme. On peut pas être actif H24, enfin le c'est le meilleur moyen de faire un burn-out et de pas être bien après. Et je pense que dans ces décisions-là, le regard des autres, il pèse aussi beaucoup parce que quand justement tu es inactif, par exemple, je sais pas, quand tu es au chômage, quand tu es malade, ou même si tu as envie toi-même d'être inactif, quand tu l'annonces, bah, souvent les questions, ça va plus être du type: «Mais, bah, comment ça se fait? Et est-ce que ça va durer longtemps?» Comme si justement c'était tout à fait anormal d'être dans ce moment de pause et je pense que ça joue aussi énormément du coup sur le fait de l'assumer ou pas, mais surtout d'avoir envie de le faire ou non parce que tu te dis: «Bah, la norme, c'est d'être dans l'action». Donc si moi j'y suis plus, bah, je suis plus dans la norme et du coup, un petit peu, en très schématisé, quelle est ma place dans la société? Ah mais bien sûr, mais la société nous encourage à toujours travailler en fait et à voir d'un très mauvais œil le repos et ça c'est lié après à notre culture, il y a au capitalisme et à la religion. Ce qu'il faut savoir, cette notion en fait de travailler beaucoup, à la base, elle nous vient de la religion, protestante, où, c'est eux qui ont mis en place cette idée de: «Il faut travailler beaucoup». Si tu veux aller au paradis, il faut que tu mérites ta place au paradis et du coup, il faut que tu aies travaillé beaucoup. Parce que si tu as pas travaillé, dans ta vie, si tu t'es reposé, si tu un peu trop glandé, hem Tu c'est pas droit. laisse tomber, tu as pas droit et cette religion, elle est apparue en même temps à peu près que le capitalisme. Le capitalisme a fait: «Mais c'est très intéressant comme idée, moi j'aime beaucoup» et les 2 ont un petit peu, fusionné, se sont inspirés l'un de l'autre et du coup, on a conservé cette idée, c'est pour ça que même le travail finalement aujourd'hui, c'est devenu quasiment une religion en fait. Il suffit que tu dises que, tu travailles un petit peu moins ou que tu travailles un jour de moins, c'est comme si on disait que tu proposais de supprimer la prière du dimanche, en fait. C'est un scandale, c'est un blasphème, en fait, de dire que tu travailles moins et finalement les deux sont liés et oui, il y a un gros poids de la culture qui nous oblige à travailler beaucoup, même dès l'école, en fait. Dès l'école, tu te tapes ta journée de 8 heures, tu fini ta journée. Le soir, il faut que tu fasses, tes devoirs. Pendant tes week-ends, il faut que tu fasses tes devoirs. Pendant tes vacances, il faut que tu révises aussi, parce que, sinon, attention, tu vas avoir une mauvaise note, tu vas avoir un mauvais travail, tu vas avoir et du coup, on associe la valeur en tant qu'individu à nos résultats, en fait, à notre productivité. Tu es un individu, utile, important si tu travailles beaucoup.
C'est pour ça qu'on est toujours fiers: «Ah bah non, je peux pas, je suis occupé», «Ah bah non, je peux pas venir avec vous, ce soir parce que, oh là là, j'ai beaucoup de boulot», et on aime bien dire qu'on a beaucoup de boulot. Alors que dire: «Bah non, moi j'ai du temps libre, je travaille pas cet après-midi». Quand tu pars à 16:00 du boulot, tout de suite on te fait des remarques des: «Ah, tu prends ta journée, ah ça y est, tu pars en vacances». C'est que on aime bien dire qu'on est occupé, et on n'aime pas dire qu'on ne fait rien parce que la société nous encourage à ça. Et oui, c'est ultra toxique et c'est pour ça qu'il faut lutter contre ça et il faut aussi, déculpabiliser de ne pas toujours être efficace en permanence. Et moi je trouve même qu'il y a un côté un petit peu, hypocrite dans la façon dont les entreprises en général, voient tout ce qui est bien-être au travail. C'est parce que, bah, on se rend compte un salarié, heureux, on va dire, un salarié, qui est bien, qui est en bonne santé, qui est heureux, c'est un salarié qui est plus productif. Mais, donc il y a vraiment juste on va faire en sorte d'améliorer ton bien-être au travail pour que tu sois plus productif. Et moi, je suis persuadé que si demain on trouve des études qui démontrent que les salariés stressés sont plus efficaces, eh bah, je peux t'assurer que toutes les entreprises vont faire en sorte de stresser les salariés pour qu'ils soient plus productifs. Donc, tu vois, même ce côté, bien-être, bonheur et autres, il est, toléré. Tu vois, les vacances justement, le repos, c'est toléré uniquement parce que derrière, ça te permet d'être plus productif, d'être plus efficace. Et sans ça, je pense que du coup, c'est très toxique, c'est vraiment une façon de faire, très malsaine. Donc je pense qu'il faut juste aussi accepter que ne rien faire, déjà, ça permet d'être productif, mais bah, c'est agréable aussi de rien faire, enfin, tout simplement. Je pense qu'on n'est pas venu là, enfin, on n'est pas sur terre que pour travailler, on est aussi là pour, profiter un petit peu de la vie. Et c'est amusant parce que, il y a un livre, il y a plein de témoignages qui en parlent. C'est que les personnes sur leur lit de mort, leur regret numéro un, c'est d'avoir trop travaillé. OK. Le regret numéro un des gens sur leur lit de mort, c'est d'avoir trop travaillé. Donc je pense qu'il vaut mieux en avoir conscience maintenant, tant que c'est pas encore trop tard, et réduire un petit peu le rythme, plutôt que de chercher toujours à être, occupé, occupé, trop travailler, trop travailler. Le nombre de parents qui se sont rendus compte pendant le confinement que, bah, justement ils passaient pas à côté, enfin je veux dire, ils voyaient pas leurs enfants grandir par exemple. Ils se sont dit: «Bah, moi le confinement, enfin ne pas travailler pendant un mois, ça m'a permis de voir mon enfant grandir, ça m'a permis de voir les premiers pas de mon enfant», enfin le nombre de parents qui n'ont pas été là quand leurs enfants ont dit leurs premiers mots, quand ils ont fait leurs premiers pas, quand ils ont fait parce que, bah, c'est la baby-sitter, enfin c'est la nourrice qui a vu les premiers pas de l'enfant, c'est la nourrice qui a vu les premiers mots de l'enfant et c'est pas le parent. Je me dis: «Putain la vache, c'est triste en fait». Enfin c'est dommage et puis des premiers mots, tu en as pas 2 en fait, tu en as juste un, c'est juste un moment. Des premiers pas, tu en auras pas plusieurs, tu en as qu'un, et c'est plein de moments comme ça dans la vie là. Je prends l'exemple d'un parent, mais il y a plein d'autres exemples. Et il y a plein de moments comme ça dans la vie, à côté desquels on passe tout court et on n'aura pas une deuxième chance de les revoir parce que, bah, trop occupé à travailler. Et tu sais, c'est le cliché dans les films le père dans les films, qui a loupé, la remise de diplôme de son enfant ou son anniversaire ou ce genre de choses parce qu'il était trop occupé à travailler. Dans les films, c'est un cliché, mais dans la vie, en fait, c'est une réalité que je vois très, très souvent. Et c'est marrant parce qu'on parle de quand un parent explique, qu'il veut passer plus de temps avec ses enfants ou autre, parce que parent au foyer ou parce que, il décide d'être avec eux, on dit qu'il sacrifie sa carrière. C'est-à-dire que passer du temps avec sa famille, c'est sacrifier sa carrière, mais passer beaucoup de temps, au boulot et ne pas voir ses enfants, sacrifier sa famille, on dit que: «Oh la vache, il est courageux, il a de l'ambition», tu vois? Et OK, et tout ça, c'est plein de petits indices qui, moi, me font dire que on travaille beaucoup trop, dans le sens que le travail occupe une place beaucoup trop importante dans nos vies et ça en devient malsain, en fait. Ouais, mais complètement, je suis hyper d'accord avec ce que tu dis et par exemple, pour le cas de la famille, on va dire, que le fait qu'il fasse sa carrière aussi maintenant, c'est aussi un investissement pour plus tard. En gros, bah, même si là, il sacrifie tout ce temps-là, oui, mais quand même, c'est pour le bien-être plus tard, faut mettre sa famille à l'abri et cetera. Enfin, on a toujours plein d'excuses, mais Oui, juste voilà, le temps, bah, c'est pas en fait, le temps face à tout ce que tu peux avoir en travaillant, bah, ça vaut pas. Le temps, il est toujours trop ça léger et vaut pas, et de toute façon, c'est biaisé parce que pareil, je m'étais fait la réflexion il y a pas longtemps où, tu sais, là, actuellement, il y a un gros enfin, c'est pas que actuellement, mais ça a toujours été une problématique, c'est que, les personnes qui sont dans les maisons de retraite, ben, plus personne vient les voir ou alors on les
leurs enfants ont plus le temps d'aller les voir, en fait, parce qu'ils travaillent trop. Donc ce sont les parents qui disent: «Bah, non, mais là, j'ai pas le temps de passer du temps avec toi parce que je travaille beaucoup justement pour que tu puisses avoir, une belle vie après mais t'inquiète, après quand j'aurai fini de travailler, quand je serai à la retraite, j'aurai le temps de passer du temps avec toi». Mais finalement, quand les parents après arrêtent de travailler parce qu'ils sont à la retraite, bah, ce sont les enfants qui, eux, maintenant travaillent et n'ont plus le temps de passer du temps avec leurs parents. Donc en fait, quand tu te dis: «Non mais j'aurai le temps de passer, j'aurai du temps à t'accorder plus tard», bah, en fait non, parce que c'est lui qui n'aura plus de temps à t'accorder plus tard. Donc c'est perdu d'avance en fait quand tu raisonnes comme ça. Oui, c'est clair. Et est-ce que tu trouves qu'au niveau des générations, par exemple, est-ce que la génération enfin les jeunes de maintenant, est-ce qu'ils ont plus conscience de ça que, la génération d'avant? Ou dans les personnes que tu accompagnes, est-ce que tu te rends compte qu'à une certaine tranche d'âge, c'est plus compliqué pour elles justement d'avoir ces temps off, de ne pas travailler vs une autre tranche d'âge? Hem, Ça commence effectivement, dans les générations qui viennent, commencent à avoir conscience que, ouais, le travail, bon, occupe une place un petit peu trop importante. Je pense notamment à la semaine de 4 jours où de plus en plus maintenant les candidats, quand ils arrivent en entreprise, la semaine de 4 jours par exemple ou même le télétravail, ça devient des leviers de négociation où si une entreprise ne propose pas la semaine de 4 jours ou ne propose pas le télétravail, bah, le candidat va faire: «Bah, ça m'intéresse pas et je vais voir ailleurs». C'est parce qu'on a conscience aussi que, ben, on a envie d'avoir du temps pour nous, en fait et toutes ces promesses ou ces espèces de deals qu'on a fait avec la société ou en disant: «Bah, écoute, tu travailles maintenant et puis, plus tard tu verras, tu pourras profiter de ta retraite». Heu, Bah, on se rend compte que finalement, c'est un très mauvais deal parce que, bah, quand tu arrives à la retraite, on a tous vu nos grands-parents, enfin, moi c'est ce qu'on m'a dit, tu vois? Tu travailles bien à l'école, tu travailles, bien quand tu es jeune, tu as un bon boulot et puis tu pourras profiter de la vie plus tard quand tu seras à la retraite. Et plein de promesses comme ça qu'on nous a fait à notre génération, puis on est arrivé, bah, on a vu nos grands-parents arriver à la retraite. On les a vus, décéder peut-être, 2 ans après leur retraite. On les a vus, choper moi c'était le cas pour mon grand-père, il a chopé un cancer pile l'année de sa retraite. Il est décédé, 2 ans après sa retraite et puis ça a été le cas, c'est le cas pour beaucoup de personnes, pour, beaucoup de nos grands-parents et autres et on se dit: «Mais attends, mais en fait, c'est une espèce d'arnaque là que tu m'as vendue, en fait, tu me l'as mis dans l'os parce que je vais pas du tout me reposer à la retraite, je vais juste, heu, je vais vieillir, je vais avoir mal au dos, je vais avoir mal aux jambes, je vais avoir mal partout, je vais peut-être avoir des maladies. À quel moment je vais pouvoir plus profiter, de ma vie dans ces conditions que maintenant quand je suis en pleine santé, que je suis en pleine forme, en fait? C'est maintenant que j'ai envie d'en profiter, avant qu'il soit trop tard, parce que je sais pas si je serai encore là demain, en fait et donc les jeunes générations, effectivement, commencent à en avoir conscience parce que je pense que ce sont aussi, les premières générations qui se sont rendues compte que, bah, en fait, le deal, il est très mauvais. Il est nul le deal et donc ça commence à changer, mais il y a, bah, comme on disait tout à l'heure, il y a aussi tout le poids de la société, enfin toutes les préjugés, les qui nous encouragent à travailler beaucoup. Si tu travailles pas, tu es paresseux, ce genre de choses. Donc il faut aussi, lutter contre ça et défaire un petit peu toutes ces idées reçues autour du travail, de la productivité, de la paresse, et c'est pour ça que j'aime bien dire que la productivité, c'est un art de la paresse. Parce que, bah, finalement, c'est aussi ça être productif, c'est essayer d'en faire le moins possible. Mmh. Et être paresseux, c'est pas nécessairement, un défaut, c'est aussi ça. Bien sûr, ah oui, loin de là même. Ouais, parce que c'est pareil, enfin, quand on dit paresse, quand on dit enfin, le fait de rien faire, tu passes tout de suite, enfin, voilà, pour quelqu'un qui, comme tu disais, n'a pas d'ambition ou en tout cas Mmh. ne fait rien de ses journées, alors que pas du tout. Être paresseux, c'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Non, je disais, on peut avoir de l'ambition, mais sans avoir envie d'y sacrifier, toute sa santé, toute sa tout son temps, toute sa vie, en fait. Il y a ce côté de si tu as de l'ambition, il faut que tu sacrifies, tout ce qui compte pour toi. Mais on peut aussi avoir de l'ambition, mais se dire: «Bah, ouais, mais je suis pas prêt à sacrifier ça, je suis pas prêt à sacrifier ça, je suis pas prêt à sacrifier ça». C'est mes projets, mes objectifs, je vais les atteindre, mais de façon, saine, on va dire. Et tant pis si ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu, c'est pas grave, j'ai toute une vie de toute façon pour ça. Ouais, bah, je suis hyper d'accord avec ce que tu dis. Merci beaucoup pour, tout ça, De c'était rien. ultra intéressant. J'espère vraiment que ça résonnera, dans la tête de beaucoup de personnes et surtout que ça fera aussi poids, par rapport à tout ce qu'on entend de l'autre côté sur la productivité. Parce que là, tu donnes clairement une autre vision, quelque chose de beaucoup plus positif et de beaucoup plus sain, je trouve et je pense qu'il faudrait vraiment qu'on entende ce type de discours beaucoup plus souvent.
Je pense aussi, ouais, ouais, parce que tous les discours qui consistent à dire: «Supprime Netflix de ta vie, supprime, les jeux vidéo de ta vie, supprime ceci, supprime cela, travaille plus», c'est fatigant, en fait. Mmh. Donc toi, si tu devais juste donner, peut-être pas un conseil, mais par exemple un mantra en lien avec ça, ce serait quoi? Moi, j'aime bien dire que si vous n'avez pas le temps de faire une sieste de 20 minutes dans votre journée, c'est qu'il y a un gros problème. C'est que vous êtes mal organisé. C'est que le travail vous occupe un petit peu trop parce que enfin, je dis une sieste, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Ce que je veux dire, c'est que si vous n'avez pas 20 minutes ou 1 heure pour vous, à vous accorder dans votre journée, c'est qu'il y a un problème. 20 minutes de sieste dans une journée ça fait, 1 440 minutes, je crois. Ouais, on Donc, l'entend beaucoup 20 minutes celle-là. 20 minutes de sieste sur 1 440 minutes, c'est que dalle, ça représente même pas 1 de notre journée. Donc si tu as même pas 1 de ta journée à accorder à toi, c'est clairement tu ou tu travailles trop ou tu es mal organisé. Et donc la sieste de 20 minutes, c'est toujours un bon exemple. Si tu as pas le temps de faire la sieste, c'est qu'il y a un gros problème dans ta journée. OK. Bah, écoute, on va s'arrêter là-dessus. On va garder, cette petite, phrase comme un petit peu un garde-fou et ouais, 20 minutes, c'est vraiment pas beaucoup donc accordons-nous ces 20 minutes-là, au quotidien au moins. C'est Merci le minimum. beaucoup. De rien, merci à toi. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si tu veux soutenir Ça suffit les conneries, tu as plusieurs choix. Premièrement, tu peux rejoindre les communautés sur Instagram et LinkedIn en tapant Ça suffit les conneries. Deuxième choix, tu peux t'abonner via la plateforme d'écoute que tu utilises pour écouter tes podcasts. Et dernière chose, tu peux également le partager à une personne qui aurait besoin, envie d'entendre cet épisode. Merci à toi et à dans 2 semaines.